Je vous remercie de cette belle introduction et pour me rattraper, je vais vous parler de quelque chose d'ordre intime. سأحاكيكم عن حكاية عشق نشأت بين صبية في عهد مضى منذ ربع قرن وها هي اليوم تعود بعد أن غازل الفضي سواد شعري كي أقول نعم للوفاء بالعهد. Je m'excuse si j'utilise des termes en arabe et j'ai une proposition à formuler à tous nos amis et aînés pour leur faire une proposition qui serait probablement intéressante. Vous aurez droit à une traduction très singulière, très particulière, dans une ambiance fort agréable et je pense que vous accepterez la proposition. Je suis ici parmi vous pour vous parler avec une grande émotion puisque je retrouve mon milieu naturel. Et avec le plaisir de me retrouver parmi les miens, pour partager des expériences, des regards, pour transmettre ou tenter de transmettre une autre façon de faire qui ne répond simplement qu'à notre façon commune, communautaire, sociale, de vouloir bien parfaire. Le thème qui m'a été proposé concerne l'hypnose et les douleurs aiguës. L'hypnose, at-tanwim ou l'iha'i. Atarjama, c'est deux mots. C'est pas le tanwim ou sariri, sinon ça sera l'endormissement clinique. Et dans le terme de la suggestion et de la douleur, je pense que nous pourrions retrouver notre unicité, malgré notre grande complexité. Comment ça marche ? Nous sommes ici présents de milieux très différents, de par nos origines, de par nos sexes, de par nos âges. Et dans cette différence, nous pourrions simplement retrouver l'unicité qui constitue notre complexité. Nous connaissons tous la douleur, nous l'avons vécue, nous l'avons expérimentée. Et la douleur fait simplement partie de ce processus dynamique de la vie, de l'existence, de l'espoir. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle. C'est une expérience qui est très singulière. Vous connaissez pratiquement tous cette définition de l'Association internationale de l'étude de la douleur qui insiste sur le côté de la sensorialité et de la sensibilité et qui nous écarte du principe dualiste. Le corps et l'esprit ne constituent qu'un personnage, votre personnage et les personnages de nos différents patients. La douleur existe dès que le patient qui en est atteint confirme son existence. La douleur mérite son respect et la douleur mérite simplement d'être écoutée, accompagnée. De par également les définitions de l'Association internationale de l'étude de la douleur, nous définissons la douleur en aiguë, procédurale et douleur chronique. La douleur aiguë, c'est la douleur qui est due simplement au traumatisme, comme dans le contexte de la chirurgie, dans mon domaine habituel, les douleurs procédurales qui sont dues à des soins particuliers, à des manœuvres particulières, et la douleur chronique que vous connaissez quand ça dure au moins au-delà de 3 mois. Excusez-moi. Elle est souvent associée à des manifestations neurovégétatives que vous connaissez tous, les palpitations, les sueurs, la tachycardie et tout le reste. Et c'est un signal d'alarme qui veille sur notre sécurité ultime. Et une fois son origine identifiée, sa prise en charge nécessite sa reconnaissance et un traitement. Et dans la suite du texte, un traitement qui serait essentiellement pharmacologique à visée curative, si on le peut. Simplement définir la douleur mérite un sens critique très particulier. On nous a appris tous
à objectiver cette douleur, à lui accorder des échelles d'évaluation, à la coter, à la noter. Mais simplement, vous ne pensez pas que ça correspond simplement à un besoin très humain de vouloir tout savoir, de vouloir tout maîtriser, de vouloir chosifier, de devoir et de vouloir saisir? Est-ce qu'on pourrait chiffrer vraiment une douleur? Est-ce qu'on pourrait la comparer entre le ressenti d'une personne et d'une autre? Si on prend un symptôme que vous connaissez tous, la migraine par exemple, les définitions sont diverses. Le ressenti est divers et ça se modifie même chez la même personne si on modifie le contexte. Le VA, entre autres, probablement serait utile, mais ça mérite une réflexion et je vous invite à cette réflexion. Parmi les différentes définitions proposées dans la littérature, je vous propose celle-là. C'est une définition que j'aime particulièrement. C'est une définition de notre éminent monsieur Milton Erickson, ce grand psychiatre qui était de santé fragile et qui définit la douleur comme, de cette manière, en disant que dans toute douleur vécue, il y a les douleurs du passé, l'expérience présente et l'anticipation d'une souffrance future. J'aime cette définition parce qu'elle respecte et considère le passé et ses empreintes, le présent et ses craintes, et l'avenir et son appréhension. Et la transe hypnotique, elle serait quoi? C'est quelque chose qui se déroule dans le patient. Il s'agit d'un processus de comportement dans lequel les patients modifient leur comportement, leur relation avec l'environnement. Ils modifient leur relation avec vous et avec ce qui se déroule. Et c'est un mode de fonctionnement psychologique, comme le précise le père de l'hypnose moderne, dans lequel un sujet, grâce à l'intervention d'un autre sujet, arrive et parvient à faire cette abstraction de la réalité environnante, tout en restant en relation avec l'accompagnateur. Je vous propose d'apprécier cette toile qui représente une scène préopératoire. C'est une toile datant de 1887. Et je vous invite à bien apprécier le regard entre l'accompagnateur, qui est un parent, la patiente, avec une intimité presque respectée, le grand chirurgien, avec les autres qui sont en train d'étaler leur savoir et leur connaissance, et garder quelque part dans un territoire que vous êtes en train d'activer de votre conscience, de cette image d'accompagnement. J'apprécie et je respecte les différents confrères, et je n'ai rien contre les urologues, mais sur cette autre toile, nous trouvons une représentation de cette posture presque caricaturale du médecin, Dieu qui connaît tout, qui se permet presque d'humilier son patient qui se trouve dans une position basse, alors qu'il se trouve dans une position ergonomique probablement au niveau de la même hauteur, de la même distance, mais avec un grand écart, un profond écart. Comment l'hypnose pourrait nous permettre de moduler ce regard, ces sensations? Milton Erickson disait que les résultats, c'est notre attitude quelque part qui détermine les résultats que nous pouvons atteindre auprès de nos patients. C'est cette transmission de cette conviction, de cet espoir. Nous ne pouvons jamais faire semblant en matière d'hypnose. Et notre cher Dominique Méglet pense que l'hypnose serait peut-être un art du placebo. Et c'est très bien, ça ne pourrait qu'appuyer notre thématique. Seulement, ce n'est pas seulement un art du placebo. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir une grande pionnière internationale en matière d'hypnose. Merci beaucoup, Madame Professeure Faye-Monville, à qui j'adresse d'ailleurs un hommage très particulier parce que vos recherches et vos écrits ont bien
participé à la constitution de ce personnage que vous voyez devant vous, et je profite de l'occasion également pour remercier toutes les personnes qui ont participé à me construire. D'abord les enseignants de cette faculté, puisque je suis issue de ces lieux, les autres personnes qui m'ont accompagnée dans le domaine de l'hypnose. Merci beaucoup, Monsieur Claude Viroux. Merci beaucoup, Monsieur Jean Bécu. Madame Faymonville nous a permis de donner des preuves scientifiques, nous a permis d'aborder le cartésien dans son intimité pour élucider les mécanismes jusque-là considérés dans le domaine de l'énigmatique. D'autre part, dernièrement, Olaf Spence nous parle du principe du connectome. Nous sommes des Marocains ingénieux que nous sommes, nos artisans dans leur tissage des tapis. Si vous vous intéressez à cette thématique, la construction et le tissage du tapis représentent presque la même chose que la constitution d'un connectome. Seulement, un connectome parmi des milliards de connectomes, ça nous permet que tirer une seule conclusion, c'est que nous savons rien. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Et dans un rapport de l'Académie nationale de médecine, comme l'a souligné tout à l'heure M. Jean Bécu, l'hypnose trouve son indication, entre autres, avec l'acupuncture, l'ostéopathie et le tai chi, surtout dans les gestes invasifs chez l'enfant et l'adolescent et les effets secondaires de chimiothérapie anticancéreuse. Mais il est possible que de nouveaux essais viennent démontrer l'utilité de l'hypnose dans d'autres indications, tout en gardant une bonne vigilance nécessaire en matière d'hypnose. L'Académie nationale de la médecine a précisé que le soignant doit être formé à la thérapeutique complémentaire proposée et doit pouvoir en faire la preuve. La pratique de l'hypnose thérapeutique n'est malheureusement jusque-là pas encadrée juridiquement, mais pour certaines approches, telles que l'hypnosédation, des écrits développent les conditions nécessaires à réunir pour permettre cette pratique. Nous faisons tous partie du système francophone, donc quelque part nous sommes régis par les mêmes textes réglementaires. Et en matière de l'hypnosédation, la Société française d'anesthésie et réanimation a été questionnée sur cette thématique et il nous autorise, nous, les médecins anesthésistes réanimateurs, la pratique de l'hypnosédation qu'on ne peut proposer que dans le cadre de la pratique médicale de l'anesthésie. En d'autres termes, en respectant nos compétences de base, parce que nous ne pouvons pas proposer avec l'hypnose ce que nous ne savons pas traiter sans hypnose. Et l'anesthésiste réanimateur doit veiller à utiliser l'outil de l'hypnose dans son champ de compétences, toujours dans un rapport de la Société française d'anesthésie et réanimation, et prendre en charge ce que je viens de dire, ce que c'est faire sans hypnose. Les formations à l'hypnose ne donnent pas un titre professionnel de psychothérapeute, et je profite de l'occasion pour rappeler que nos connaissances dans ce domaine sont vraiment trop minimalistes par rapport aux compétences de nos confrères qui s'intéressent beaucoup plus et qui cible la profondeur de l'esprit et de l'âme. Je ne sais pas si M. Claude Viroux partage cette définition de psychothérapie ou de psychiatrie. Et on n'est pas des psychothérapeutes si on ne l'a pas obtenu dans le cursus de formation antérieure. Dans le cadre de notre pratique quotidienne, et là, si vous me le permettez, je vais vous parler de ma pratique de médecin anesthésiste réanimateur, nous sommes amenés à gérer la douleur de nos patients, mais à gérer également leur stress et leurs émotions. D'autre part, nous sommes positionnés pour gérer le préopératoire, le péropératoire et le post-opératoire, au moins dans sa dimension aiguë. Et nous connaissons tous l'émotion qui accompagne l'ensemble de nos patients quand ils viennent au bloc opératoire. Ils sont anxieux ou ils sont stressés dans une dimension relativement négative. Le stress ou l'anxiété, c'est quoi? C'est une émotion qui nous permet de nous adapter tout simplement à notre environnement. Donc naturellement, elle va s'exprimer dans les différents registres qui composent notre être. Et cette anxiété, elle mérite un traitement très particulier, d'autant plus
qu'elle est très fréquente, mais surtout parce que c'est un facteur qui est prédictif d'installation de la douleur post-opératoire aiguë, comme c'est souligné dans un papier de l'équipe de M. Papayonou. Dans un autre papier récent, nous avons souligné l'intérêt de l'utilisation de l'hypnose comme un procédé de prémédication dans le cadre de la chirurgie coronarienne, et nous constatons avec plaisir ces conclusions: la diminution des scores de l'anxiété préopératoire, un meilleur contrôle de la douleur post-opératoire et surtout une diminution de la durée de l'assistance ventilatoire post-opératoire. L'hypnose est intéressante dans tous les champs du soin, de façon générale. Ces dernières années, il y a un soin qui est très particulier, ou bien un intérêt très particulier suscité par l'utilisation de l'hypnose dans le domaine de la dentisterie. Et je pense que chacun de nous, et je m'adresse là beaucoup plus à mes compatriotes, que nous avons déjà vu ou vécu des scènes qui s'apparentent à cette toile pourtant datant du siècle dernier. Et dans une autre étude récente, contrôlée sur 200 enfants et adolescents, l'hypnose paraît très intéressante puisqu'elle augmente la coopération dans le cadre du soin, elle diminue la résistance durant la procédure algogène, et elle permet de baisser la fréquence cardiaque péropératoire. Ce sont des interventions qui ont été réalisées sous anesthésie locale. Un autre papier également récent, la douleur aiguë post-opératoire est un événement qui est très fréquent, et les facteurs qui favorisent l'apparition, l'installation de cette douleur aiguë préopératoire sont essentiellement représentés par le catastrophisme face à la douleur. C'est presque un trait d'hypocondrie quelque part. L'attente de survenue de douleur. Attendre, c'est anticiper, c'est créer. Le nervosisme, l'anxiété et l'affect négatif de la dépression. Il me reste combien de temps? Rachid? Il me reste combien de temps? Plusieurs protocoles dans le cadre de l'anesthésie-réanimation sont proposés dans la littérature, soit en se basant sur les expériences personnelles, sur la philosophie de soins, sur le partage des expériences, les regards particuliers ou les constatations cliniques. Les médecins anesthésistes-réanimateurs connaissent bien un protocole qui est enseigné par M. Claude Viroux et son équipe, et ça se base plutôt sur une image métaphorique. C'est l'image de l'incision chirurgicale. Le chirurgien, il incise de la superficie vers la profondeur, traite la lésion, et par la suite, à la fin de la procédure, il va fermer dans le sens inverse en respectant et en précisant les différentes procédures. Donc là, nous trouvons un V inversé. Je vous invite d'ailleurs, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais pour toutes les personnes qui s'intéressent à la douleur, qu'ils soient des anesthésistes ou d'autres disciplines, de prendre le soin de découvrir ce livre, ces hypnoses, douleurs et anesthésie. Et je pense que vous allez vous sentir fasciné par ces découvertes. Monsieur Jean Becchiot, dans ses enseignements, nous propose un autre schéma, philosophie particulière de soins, où nous préférons plutôt activer en douceur. Nous traitons les préalables, les préliminaires, l'activation, le travail thérapeutique, les terminaisons et les suites. Je pense que dans le quotidien, aucun protocole, dans le quotidien des blocs opératoires, aucun protocole n'est respecté à la règle. Nous nous adaptons en permanence, nous essayons de bien tisser et de suivre les transes hypnotiques parallèles dans lesquelles nous nous trouvons émerveillés, en nous émerveillant de la créativité de l'autre qui est notre patient. Il faudrait simplement rappeler que les principes de base doivent être très bien respectés, maîtrisés, et opérer ou bien s'autoriser cette fenêtre créative. J'ai la chance, là où je me trouve, de travailler avec une équipe qui est très connue par leur dextérité et par la bienveillance collective. La proposition de l'hypnose a constitué un atout supplémentaire qui a plutôt consolidé nos liens. Et c'est ce qui nous a permis de pousser les indications et d'expérimenter des territoires ou d'autres indications qui étaient jusque-là un peu inconnues.
Là, on me fait savoir qu'il me reste 4 minutes, je ferai de mon mieux. Je vous demande de m'accompagner dans une transe très active et très rapide pour pouvoir faire le passage de tout cela. Mais avant cela, je suis quelque part heureuse de vous parler de notre écrit, un papier que l'un de nos collègues vient de publier au journal vasculaire, de chirurgie vasculaire et de radiologie interventionnelle. La douleur, c'est une émotion, c'est une sensation. L'hypnose agit sur les deux composantes. La douleur, elle pourrait être d'une origine purement morale, psychologique, comme elle pourrait être d'origine physique, comme elle pourrait regrouper l'ensemble de ces facteurs. Là, j'ai pensé à vous proposer une histoire, une très belle histoire. C'est l'histoire d'une patiente. Il s'agissait d'un contexte de grossesse précieuse, d'une attente, d'une douleur. Il s'agissait d'un déclenchement du travail, donc la douleur, elle était relativement intense, mais avec cet état de chaos psychologique. J'étais sollicitée pas seulement pour poser la péridurale, parce que je pense que tout le monde pourrait la faire. Je vais passer. Je vais vous résumer l'histoire de la vidéo que nous aurons la possibilité peut-être de vous faire visionner pour ceux qui s'intéressent à la thématique lors des ateliers, pour vous dire simplement que l'hypnose accompagne, que ce soit dans la réalisation des procédures, des petits soins, que pour rendre et améliorer le vécu et de pouvoir le transformer complètement d'une transe absolument et profondément négative en un exploit très agréable et très intéressant. Et les histoires ou les contes ne reflètent que la créativité de nos patients. Là, je ne sais pas si je pourrais avoir la possibilité, je vais finir par cette diapo. Est-ce que je pourrais avoir une lecture ? J'essaye de procéder à une lecture de cette vidéo et je m'arrêterai là, ça sera la conclusion de ma présentation. Le film, oui. Il est là sur la dernière diapo. Attends, sinon, je vais faire comme ça. Témoignage, ta vie. Je pense que parfois, les dires ou les ressentis de nos patients sont plus importants que tout ce qu'on pourrait expliquer ou tenter de transmettre. Je vous invite à retrouver des belles paroles de cette patiente et de les remémorer quelque part pour en constituer une belle. J'ai dû faire ce qu'on appelle une TAVI. J'ai eu la chance à cette occasion de rencontrer le médecin anesthésiste qui d'habitude m'aurait dit voilà, on va faire ceci, on va faire une anesthésie banale. J'ai eu la chance qu'elle me propose une autre méthode qui est l'hypnose. J'avais entendu parler de l'hypnose, comme tout à chacun, peut-être par une de mes nièces qui a fait sa profession d'hypnose. Donc, je connaissais l'hypnose, surtout par les médias, les spectacles que l'on donne à la télé. Or, je me doutais bien, et j'en ai eu la certitude, que l'hypnose médicale était tout à fait, était très éloignée de l'hypnose médiatique que l'on voit dans les shows de la télé. C'est fort différent parce que dans l'hypnose show, spectacle, il y a une sorte de dépersonnalisation. La personne, me semble-t-il, c'est comme ça que je l'explique, perd son identité, devient quelqu'un d'autre et agit sous une double puissance, puisqu'elle fait des choses qu'elle ne se souvient pas. Dans l'hypnose médicale, c'est au contraire un type de relation qui met en présence deux personnes égales. L'une est certainement malade, l'autre a un certain pouvoir, mais un pouvoir dont elle sait utiliser au fin d'un meilleur état pour son malade. Donc, j'ai eu cette chance de la rencontrer, on a sympathisé, et j'ai tout de suite dit, mais oui, moi je tiens à avoir cette intervention en anesthésie médicale, hypnotique médicale. Donc, eh bien, ça s'est passé très facilement. Elle m'a demandé mon accord, que je lui ai donné très volontiers, et je lui ai quand même demandé quel était le bienfait d'avoir l'une ou l'autre méthode.
Et comme elle m'a rassurée en me disant que la méthode hypnotique était un meilleur confort et surtout pas l'absorption de médicaments tels qu'on en a l'habitude. Alors au cours de elle m'a donc expliqué la façon dont elle mènerait la conversation, mais elle m'a incité à voir toujours ce qu'il y avait de positif, de chercher une image sur laquelle je pouvais m'appuyer, qui était rassurante, qui était tout à fait en dehors du lieu où j'étais. Et donc, j'ai effectivement imaginé que j'étais sur une plage, et de là, ça a divergé vers d'autres sensations et sentiments et émotions de ma propre enfance. Enfin, je n'ai absolument pas vu passer le temps. J'étais tout étonnée au bout d'une heure ou une heure et demie de me dire que c'était fini. Et on en a reparlé longuement parce que ça me semble être une méthode certainement nouvelle, dont on n'a pas encore trouvé toutes les richesses. Il faudra du temps pour les trouver, mais il faudra aussi des gens convertis. Alors pourquoi ? Eh bien, pour un impératif de temps, je m'excuse auprès de vous. Je pense que nous allons suspendre le témoignage sur ces belles paroles. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à souligner. Je vous remercie tous de votre attention que vous avez eu l'amabilité d'activer en douceur. Je vous invite tous